Bon, donc bonjour, bonsoir à tous. On m'a donné cette lourde tâche de clôturer cet événement. Je vais essayer. Donc, je suis Jean-Baptiste Dussault, expert programmeur depuis un certain nombre d'années. Si jamais ça vous intéresse, je suis le son n'est pas bon en plus. Le top de la régie. Test. Ok, je continue, c'est ça sans rien été. Je peux éventuellement miner cette conférence. Ah. Test. Où est parti le son? Vous avez droit en train de chanter, c'est quand même un moment assez exceptionnel. C'est bon. Je peux arrêter de chanter. Ok, je vous remercie. Donc, je disais à l'instant, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ont la joie de ne pas me connaître, je suis Jean-Baptiste Dussault, expert programmeur depuis un certain nombre d'années. Sous Twitter, vous pouvez me trouver éventuellement sous le magnifique nom de Body Splash. Et ce soir, je vais dire ce soir parce que c'est la clôture, même s'il y a encore un beau soleil dans le jardin de la mairie. En fait, le sujet de cette keynote, c'est un questionnement, effectivement. Ce questionnement, parce que, voilà, par exemple, si on s'amuse à aller faire une recherche Google rapidement et que vous cherchez quelque chose comme Agile ou Dead, vous allez trouver un certain nombre de résultats pronostiquant la mort de cette chose. Donc, c'est un peu ça mon plan de ce soir, c'est de dire l'agilité est à morte. Tu as coupé le son de toi. Normalement, il paraît que oui. Il paraît que j'ai coupé le son. Ouais. Ok. L'agilité est morte. Pourquoi? C'est une question qui m'intéresse, parce que si on déclare que quelque chose est mort, c'est que j'aimerais bien qu'on me dise, bon, dont acte, l'agilité est morte, vive l'agilité, mais par quoi remplacer cette chose, en fait? C'est bien beau de pronostiquer la mort de quelque chose, mais pour le remplacer par quoi? Et j'aimerais bien juste, et c'est ça ma question de ce soir, que si on propose de remplacer l'agilité par quelque chose, quelle est sa forme? Est-ce que c'est quelque chose qu'on désire? Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut se projeter en disant c'est pas mal, ça me va bien? Donc, pour commencer à répondre à cette question, le premier élément, en bon, on va dire, on va faire ça comme si on était, vous savez, au lycée avec une question philosophique, on va commencer par essayer de définir les termes. Et en fait, sur ce sujet même de agilité est morte, si on continue cette recherche Google que je vais faire rapidement pour vous, si on la creusait un peu plus, on trouvait qu'il y a différents types de réponses en fait à ça. Déjà, vous avez effectivement la version très classique, qui est peut-être celle que tout le monde a entendue, de Dave Thomas. Dave Thomas, je ne sais pas si je le présente, mais bon, on va dire que c'est une figure. On peut dire ça comme ça dans notre milieu. Alors lui, je spoil un peu sa conférence. Pour lui, c'est pas mort. En fait, lui, si vous écoutez sa conférence, et Martin Fowler en a fait une un peu du même acabit il n'y a pas si longtemps que ça, lui, sa réponse, c'est de simplement dire, c'est pas que c'est mort, c'est qu'il serait temps qu'on le fasse pour de vrai, en fait, qu'on revienne à la base. Et Fowler dirait carrément qu'il faut tuer le consortium agile, en fait. Il faut tuer toute l'industrie du consulting agile pour pouvoir revenir à ce à quoi ça servait à la base. Mais ça, finalement, c'est pas la... J'ai envie de dire pourquoi pas, c'est pas forcément la partie d'agilité est morte qui m'intéresse ce soir. Vous adhérez pas à son discours, mais finalement, la contre-proposition ici est de dire c'est pas que l'agilité est morte, c'est qu'il est temps de faire l'agilité. Vous avez en revanche, si vous creusez un peu plus, d'autres propositions qui me chagrinent un petit peu plus. Par exemple, est-ce que vous connaissez le mouvement Programming, attention, j'essaie mon accent anglais, Motherfucker. Je serai censuré, c'est ça au montage, un bip sur le mot, ok. Alors, effectivement, d'habitude, en conférence, j'ai l'habitude d'avoir du feedback de mes participants et participantes. Là, j'ai en face de moi une poignée de gens assez amorphes, donc bon, on va voir comment ça se passe. Ça commence. En fait, c'est genre le cas où normalement, je m'attendrais à ce que dans la salle, les gens lèvent la main, je connais pas, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, en version très très courte, finalement, ce manifeste s'autosuffit dans son propre titre, c'est-à-dire, en gros, c'est un manifeste, c'est-à-dire laissez-nous programmer.
toute velléité de dire qu'il faut faire autre chose que programmer, vous savez, comme faire des délits, comme faire des tests, non, on ne veut pas en entendre parler. Alors, bien sûr, dans Programming Motherfucker, il y a un côté sarcastique, il ne faut pas forcément prendre au pied de la lettre, mais beaucoup de gens le prennent au pied de la lettre. Et donc ça, c'est typiquement le genre de proposition qui m'attriste, parce que finalement, c'est déclarons l'agilité morte et la remplaçons par rien, par le néant, par laissez-nous faire ce qui nous passe par la tête. Et moi, en tant que développeur, c'est une proposition qui me chagrine, on va dire, assez fondamentalement, en fait. Je ne mène pas ma vie à base de laissez-moi faire ce que je veux, ne m'embêtez pas. J'ai l'impression que quand même dans l'agilité, il y a un minimum de cérémonial, de consensus, on va dire, qui sert à essayer de produire le bon logiciel et surtout d'une manière qui me plaît. Dans la même veine que Programming Motherfucker, on va me censurer 2 fois du coup. Pour citer carrément un nom nominativement, vous avez peut-être entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Eric, alors pour prononcer son nom, ça va être hors de ma portée, Eric, je vais dire Eric Meyer, on va le dire comme ça. Hein. Eric Meyer, il est connu, entre autres choses, pour avoir commis Visual Basic, mais je pense qu'il n'aime pas qu'on le définisse par ça, parce qu'il a quand même fait des choses plus intéressantes. Mais surtout, lui, il y allait sans pitié en disant que l'agilité est un cancer, que c'est la chose qui envahit complètement notre profession de développeur et qu'on devrait s'en débarrasser intégralement. Par exemple, il va dire quelque chose comme TDD, le Test Driven Development, il va dire que c'est l'idée la plus bête du monde, ça peut jamais marcher, c'est ridicule. Donc en fait, toute sa proposition, ça ressemble beaucoup à Programming Motherfucker, ça consiste à dire mettez en prod, et si c'est tout cassé, c'est tout pourri, c'est pas grave, réparez-le et recommencez. C'est ça sa proposition. Et je trouve effectivement ça d'une grande tristesse également. Donc ce soir, vraiment, j'ai envie de me concentrer voilà, sur ces gens qui proposent rien de constructif en retour. Mais pour savoir qu'est-ce que moi, finalement, j'aimerais proposer, si j'ai cette prétention, c'est vrai que je l'ai mis un peu dans le pitch de ma conférence, j'ai envie de répondre aussi un peu à cette question de finalement, c'est bien beau de déclarer que l'agilité est morte, mais l'agilité en son temps, qui est-ce qu'elle voulait tuer à son tour? L'agilité voulait tuer qui? L'agilité, c'est proposer de lutter contre quoi? Quel était le cadavre qu'elle voulait créer? Vous avez peut-être vos idées de réponse. On a tous en tête, effectivement. Mais si vous vous rappelez le manifeste, et comme je suis dans une conférence complètement dynamique, on pourrait carrément aller sur l'Agile Manifesto, on est foufou. Alors, cette présentation est sans slide, en partie parce que j'ai la flemme de fabriquer des slides, et en partie parce que j'ai l'impression que ça peut être un peu plus interactif, un peu plus sympa. Mais en gros, voilà, vous vous rappelez cette structure du manifeste qui disait on préfère ça à ça, on préfère ça à ça. Et effectivement, si on relise ces notions de processes and tools, comprehensive documentation, etc., on a l'impression, en gros, que ce que l'agilité se proposait de mettre bas, son épouvantail, c'est difficile de lui donner un mot exact, mais finalement, perdu, voilà. Finalement, l'agilité se proposait, j'ai l'impression, de mettre à bas ce qu'on pourrait appeler de manière globale tout ce qui est modèle rationnel de prise de décision ou de développement. Quand je dis modèle rationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cette idée que tout peut être déterminé à l'avance. C'est-à-dire, pour faire un bon logiciel, vous comprenez, le code, c'est ce qu'on fera en dernier. On va commencer par écrire des tas de documents, revoir ces documents, les revoir, les revoir, les revoir. Et à la fin, éventuellement, le code qu'on écrira sera parfait du premier coup. Et ce sera trop bien de travailler comme ça, parce que comme ça, les logiciels n'auront jamais, on va dire, de défauts et seront toujours livrés en temps et en heure. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec cette définition. Je verrai après les questions dans le chat, je suppose. Donc, il y a des idées, comment dire, bien sûr, il y a des incarnations de cette idée. L'épouvantail principal, bien entendu, dont s'était dotée l'agilité, c'est le fameux cycle en V. Je dis épouvantail dans le sens, il y a un très bon bouquin que je conseille à tout le monde, Instant Cube, de Laurent Bossavi, qui s'appelle Les farfadets de l'informatique. Je l'ai traduit en français parce qu'en anglais, je ne sais pas le prononcer. Leprechauns of Software Development, quelque chose comme ça. Où en fait, il démontre en gros que cet épouvantail qu'on a créé avec Cycle n'était pas aussi caricatural que ce qu'on a en tête. Mais bon voilà, au moins tout le monde a cette idée de ce côté très rationnel, on suit des étapes pour réitérer le succès. Donc dans ce cercle, il y en a qui appellent ça les approches à base de plan and document. Peut-être qu'ici, des gens ont souffert sur RUP, pour ceux qui s'en rappellent. Frédéric est toujours le père Castor aussi, qui se rappelle des choses dont il ne veut pas se rappeler. Mais voyez un peu cette idée que
Voilà, l'AJT dit, OK, toute cette approche très procédurale, on n'en veut pas. Mais d'où venait cette idée que l'informatique devait développer de cette manière, en fait? Parce que même si pour ceux qui étaient en vie dans les années 90 et qui travaillaient, ils se rendent bien compte effectivement que même si c'était ça le modèle dominant, il y avait peu d'entreprises qui essayaient réellement d'appliquer ça, en fait, parce que c'était considéré, il faut être un virtuose pour réussir à faire ça, il faut avoir des moyens, des grosses équipes, etc. Mais d'où vient cette idée? Comment ça se fait dans les années 90 et avant, il y avait cette idée prégnante qui disait « Hey, c'est plutôt une bonne idée d'essayer de faire des logiciels comme ça. On ne le fait pas parce qu'on n'est pas assez bon, blablabla, mais c'est comme ça qu'il faudrait faire. » Et j'ai l'impression que quand on creuse un peu, finalement, derrière cette idée des modèles rationnels, en fait, de manière plus générale, en fait, c'est carrément même de l'idée de l'ingénierie logicielle, en fait. L'agilité se posait comme une contre-proposition, je le pose comme ça, de l'ingénierie logicielle. Pourquoi j'ai ça comme ça? Parce que moi-même, personnellement, effectivement, quand on m'a présenté le concept d'ingénierie, j'ai comme tout le monde en tête cette idée de l'ingénierie, c'est les ingénieurs, les ingénieuses. Est-ce qu'on peut le voir? Je vais le mettre au final parce que j'ai le droit. Comment ils travaillent? C'est qu'ils ont des modèles mathématiques formels et standards. Ils prévoient parfaitement théoriquement ce qu'ils veulent construire, que ce soit un mur, que ce soit un avion, que ce soit un moteur. Les maths sont parfaits, donc à la fin, on peut envoyer ça en production. On peut envoyer la production du mur, la production du moteur, et ce sera fantastique. Moi, c'est comme ça que j'entendais l'ingénierie. Donc, finalement, une définition très proche de ce que je viens de dire sur les modèles rationnels. Et effectivement, je n'avais pas complètement tort, parce que si on creuse l'origine du mot ingénierie logicielle, on va trouver une de ses premières occurrences à une conférence, maintenant à deux conférences, dont on cite souvent maintenant dans les AG Tours ou ailleurs, qui est effectivement que l'OTAN, en 1968 ou à peu près, a organisé 2 conférences sur cette idée de doit-on ou pas créer, initier ce nouveau corps de l'ingénierie, cette nouvelle branche de l'ingénierie qu'on appellerait l'ingénierie logicielle. Les minutes sont disponibles, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant aussi, c'est que la première des 2 conférences, il y avait une certaine humilité. Les gens présents, c'est plutôt des rockstars de l'époque, en informatique, vraiment. Étaient plutôt en mode, on ne sait pas trop, c'est pas si sûr. Là où la deuxième conférence, on sentait qu'il y avait un agenda, quoi. Cette idée de, si, il faut l'ingénierie logicielle, c'est trop bien. Avec le recul, certains commentateurs ont révélé des années après, en gros, cette idée que non, en fait, c'est que les organisateurs de la conférence, les participants avaient en tête de forcer l'OTAN à financer l'Institut de recherche de l'ingénierie logicielle, d'où cette idée que cette conférence n'a plus été un questionnement, mais a été non, c'est ça l'idée. Et déjà, à l'époque, il y avait des voix dissidentes. Plein de gens à cette conférence, alors peut-être pas plein, mais un certain nombre, on disait déjà, on n'est pas chaud. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils avaient défini dans cette conférence l'ingénierie comme le processus rigide que je viens de décrire. L'ingénierie comme étant cette idée de l'ingénieur et l'ingénieuse équipés d'outils mathématiques précis, formels, va être capable quand le code sera enfin écrit, de faire en sorte que le code soit parfait du premier coup, dans cette idée que le code, ça coûte cher. Donc, autant faire en sorte qu'il soit parfait du premier coup. Et j'ai vécu longtemps avec cette métaphore, comme beaucoup de monde, je pense ici. C'est pour ça que, voilà, comment je me définissais moi pendant des années. Des fois, j'ai dit développeur, des fois, j'ai dit extrême programmeur, des fois, j'ai dit artisan logiciel. Mais certainement pas ingénieur. Je n'utilisais pas, ou alors peut-être sur LinkedIn pour frimer, vous voyez l'idée, mais c'était pas vraiment comme ça que je me définissais. Et vous savez quoi? Il semblerait en fait que cette vision de base qui a nourri la naissance d'un logiciel, j'ai appris en recherchant dernièrement, c'est un peu le pitch de ce soir aussi, en fait que c'était un scam. Que cette vision de l'ingénierie, en fait, cette image d'Épinal est également un scam. Par exemple, vous connaissez peut-être un bâtiment un peu connu qui s'appelle la Sagrada Familia. Est-ce que je tente avec un accent espagnol? Non. Et vous voyez, donc c'est quand même, voilà, que vous soyez religieux ou peu importe, c'est quand même un bâtiment qui a une certaine gueule. Et d'un point de vue purement mécanique, on se dit qu'il y a quand même des contraintes mécaniques qu'on a assez sympa à gérer là-dedans. Pas seulement, en fait, parce que c'est une cathédrale et on se dit qu'il y a des voûtes, donc il faut sûrement une pierre d'angle, en fait, parce que justement, un des trucs très particuliers à la Sagrada Familia, c'est qu'il n'y a pas de keystone, il n'y a pas de pierre d'angle pour soutenir les voûtes de la Sagrada Familia. C'est un... Alors, les termes mathématiques, je les ai oubliés, désolé, mais bon, en gros, c'est pas des hyperboles, enfin bref, ce sont des structures assez particulières qui fait qu'il n'y a pas besoin de clé de voûte. Et vous savez quoi? Gaudi, l'architecte de ça, il n'avait absolument pas les maths. Il n'avait absolument pas le corpus mathématique ou même les modèles mathématiques qui permettaient de prouver que sa structure tiendrait, que les 5 tours qui vont finir à la Familia seraient supportés par la structure qu'il se proposait de construire. Et vous savez comment il a fait?
Alors, est-ce que je vais réussir à une recherche Google correcte? Ah ah, j'en ai trouvé. Voilà. Voilà comment il a fait. N'ayant pas les maths à sa disposition, mais ayant l'intuition que ça pouvait marcher, il a construit ces maquettes-là de manière un peu particulière. C'est-à-dire que ce sont juste des cordelettes qu'il a fait suspendre depuis un plafond, on va dire, qu'il a lesté avec des petits sacs de sable. Et en fait, ça lui a permis d'explorer comment les forces se répartissaient, en fait, tout simplement. Il a fait un mini-modèle de ce qu'il avait en tête. Il a regardé comment les forces se répartissaient. Il a ensuite pris des tas de photos dans tous les sens pour voir si ça tenait bien, etc., tiré un peu plus sur une corde ou l'autre, etc. Et c'est de là que sont tirés, si vous avez la familia, vous voyez ces espèces d'arches qui n'en sont pas, qui font comme des arbres. C'est comme ça qu'il a démontré que, OK, ça tient. Et ce n'est que très récemment, vraiment très récemment, qu'effectivement les maths ont rattrapé Gaudi. C'est-à-dire qu'on était capable de modéliser mathématiquement cette structure de force, de la simuler via ordinateur, et de démontrer, alors qu'elle n'est pas tout à fait finie, bien sûr, que oui, les tours qu'on se propose maintenant d'ajouter pour terminer l'édifice tiendront. Ça ne va pas effondrer l'édifice. Voilà. Pas eu besoin de maths. Enfin, pas eu besoin, c'est que j'exagère. Pas de maths parfaite. Une combinaison entre cette intuition, ce modèle empirique pour dire est-ce que ça va tenir, je vais le voir, et allons-y gaiement, ça fait le job. Dans un même aspect, si on parle aussi, puisqu'on aime beaucoup l'ingénierie civile non informatique, il y a ce monsieur, Robert Maillard, qui est un architecte également, qui s'est fait très connaître, notamment parce que c'est un des premiers pour construire des ponts qui s'est dit que le béton armé, c'était trop bien. Que c'était un nouveau matériau, à l'époque, qui pouvait sûrement être utilisé de manière de faire des ponts moins chers, parce que le matériau est plus facile à fabriquer, moins lourd, et qui structurellement tiendrait. Et vous savez quoi? Pareil. Vous avez quelques exemples comme ça de ces structures. Ça fait quand même des ponts qui ont une certaine élégance, etc. Il n'avait absolument pas non plus le modèle mathématique pour prouver que ces ponts tiendraient. D'ailleurs, il a été pas mal décrié par ses pairs à l'époque sur empêcher ce mec de construire des ponts, ils ne tiendront jamais. Ce n'est pas possible. À ce jour, il n'y a qu'un seul de ces ponts qui s'est effondré parce qu'il s'est pris un éboulement. Je pense qu'on peut dire que c'est OK, ça passe. Et pareil, c'est plus tard que les maths, la science, a débarqué en disant « Hey, maintenant on comprend comment ça tient ». Alors qu'à l'époque, quand il les a fait, on n'avait pas la moindre idée. Je me rends compte que quand même, en faisant cette recherche, je n'avais pas prévu, pareil, tu me censureras en montage, s'il te plaît. Par exemple, voilà, d'autres choses qu'il a inventées, parce qu'il est, voilà, le béton ramé, c'était son truc, cette idée de faire des voûtes qui s'évasent pour supporter plus de poids avec moins de structure, c'est lui aussi. Ou par exemple, le grand classique, qu'on aime bien monter en genre de cas, si vous faites une recherche sur YouTube ou autre, de dire, je vais peut-être pas lancer la vidéo, donc voilà, mais cette idée que nous, en ingénierie logicielle, on dit souvent on veut que ça marche du premier coup, etc., et ça doit partir en poste du premier coup. L'ingénierie, on va dire, fabriquer des avions, je perds mes mots, il est tard. Si vous cherchez un peu, vous allez tomber régulièrement sur ce genre de vidéos, de montage, où vous voyez les ingénieurs essayer de casser leurs ailes et applaudir quand ça casse. Alors que nous, on a tendance à pas applaudir si on casse notre logiciel. Toujours dans cette idée qu'ils ont beau être équipés de sacrés modèles mathématiques pour prévoir la courbure, la résistance, etc., ben en fait, ils sont contents quand ils font le test et qu'ils voient que l'aile casse au moment où ils l'avaient prédit. C'est-à-dire qu'ils n'en étaient pas complètement sûrs non plus, en fait. Donc, ce que j'essaie de dire par tout ça, en fait, c'est que ça a l'air d'être rigolo, mais c'est un scam, cette métaphore d'ingénierie logicielle, parce que les autres branches d'ingénierie, en fait, ne fonctionnent pas comme ça, en fait. Cette image qu'on s'est créée dans l'ingénierie informatique pour dire, regardez, l'ingénierie, c'est ça, ton modèle formel. En fait, nope. En fait, ils utilisent en partie, effectivement, des modèles mathématiques, mais pas que. Je crois que c'est Alistair Cockburn qui disait que l'ingénierie, c'est un dialogue entre la matière, la théorie et l'intuition. Ce qui est assez intéressant comme manière de présenter les choses. Donc, effectivement, un des scams, c'est ça, c'est pas que des maths. Par rapport à ce que je veux dire aussi, un aspect intéressant, c'est que l'ingénierie a évolué par l'apport de ses praticiens et praticiennes. C'est-à-dire que ce n'est pas un mot chercheur en ingénierie civile qui ont débarqué en disant maintenant faites des ponts comme ça en béton armé, ça va marcher, je vous garantis. Non. C'est Maillard qui a débarqué, qui a dit hey, je suis sûr que ça peut marcher, je vais expérimenter. C'est Gaudi qui a dit hey, je suis sûr, je peux faire des voûtes sans keystone, ça va tenir. Et les maths, débrouillez-vous après.
pour expliquer pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Parce que là, je vous ai montré des exemples qui ont marché, il y a aussi des exemples où tout s'est effondré, hein. Il n'y a pas de problème, ça marche dans les deux sens. Et ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est que finalement, attendez, je fais mes notes en même temps. Vous pouvez me dire à la fin en feedback, si vous avez trouvé ça plus sympa, je construis en plan de conférence au fur et à mesure. Dernier point intéressant, c'est que je dis tout à l'heure que le but de l'ingénieur en faisant, dans cette idée qu'on se fait d'Épinal, qu'il faut qu'il fasse des plans avant d'envoyer ça à la production, c'est-à-dire que celui qui fait son pont, il a fait son plan et il l'envoie ensuite à des gens qui vont fabriquer. Le but de tout ça, en fait, normalement, c'est de réduire les coûts, simplement de dire que je ne peux pas refabriquer le pont 1000 fois, je ne peux pas refabriquer un avion 1000 fois et penser que ça ne va pas me coûter d'argent, en fait. Le but de tout ça, quand même, c'est de dire, cette phase qui coûte très cher, qui est la fabrication, j'aimerais bien faire en sorte de la faire qu'une seule fois pour que ça me coûte le moins cher possible. Et donc, si je suis cette analogie, ça veut dire que nous, en ingénierie logicielle, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la phase qui coûtait cher, c'est le code. Donc, on va dire, hey, on va faire en sorte que quand on écrive le code, tout soit parfait. C'est vraiment ça l'analogie. Pourtant, si vous cherchez un petit article qui est aussi relativement ancien, qui s'appelle « What is software design ?» C'est vrai, il a été redécouvert après coup par Fatin Papa de l'agilité en disant « En fait, ce mec, Jack Reeves, avait tout compris avant nous. » Mais en gros, son postulat, je vous laisse prendre la référence, etc. Son postulat dans cet article, c'est peut-être un des premiers articles où il a dit, en gros, c'est marrant quand on prenne cette analogie du plan pour réduire le prix de construction, c'est que si on prend cette analogie, mais qu'est-ce qui construit chez nous dans l'informatique? Quelle est cette phase, on va dire, qui fabrique les choses? Je vous l'ai fait en cours, bien entendu, mais ce qu'il a révélé, entre guillemets, ce qui peut paraître pour une surprise pour personne ici, c'est que c'est absolument pas le code de la phase de fabrication. Ce qui fabrique, ce qui produit quelque chose de tangible dans notre profession, c'est le compilateur. C'est peut-être notre serveur d'interaction continue. Si à l'époque de Jack Reeves, c'est peut-être le fait de presser un CD avec le logiciel. Et en fait, si je prends juste l'analogie du compilateur, ça ne coûte rien. Nous sommes dans une branche d'ingénierie où notre fabrication, notre processus de fabrication ne coûte absolument rien. De nos jours, lancer le compilateur des centaines de fois par seconde ou minute, c'est ce qu'on fait tous les jours. Quand on fait un NPM Watch ou whatever pour lancer nos tests en continu, etc., on est en train de dire en permanence, je reconstruis pour vérifier que ça marche bien. Et donc c'est marrant, c'est un peu comme si l'ingénierie logicielle, depuis 40-50 ans, s'ingéniait à essayer de réduire le coût de quelque chose qui est gratuit. C'est quand même assez fantastique. Et donc on a créé des tas et tas de modèles pour rendre moins cher quelque chose qui était gratuit, ce qui est assez fantastique. Et si je tire cette analogie, ça veut dire aussi que finalement, si c'est le compilateur qui fabrique, qu'est-ce que c'est le plan, moi en tant qu'ingénieur informatique? Mais mon plan, c'est le code, tout simplement. Et donc, ça veut dire que les modèles d'avant consistent à dire je vais fabriquer un plan pour fabriquer un plan qui fabriquera quelque chose. Donc, est-ce qu'on est comme ça? Je pense aussi qu'on voit un peu l'idée de... C'est un peu chelou comme analogie, comme approche de dire je vais faire un plan du plan, en fait. Tout ça pour rendre moins cher quelque chose qui est gratuit. Donc, on en est là. Maintenant que j'ai défini ça comme ça, la question suivante que je me suis posée ici pour faire cette keynote, c'est de dire, OK, si j'adhère à cette analogie que l'ingénierie avance par ses praticiens et praticiennes et que la science va débarquer après pour expliquer ce qui marche et ce qui ne marche pas, bien sûr, je me suis posé la question de mais qu'est-ce qu'a produit la science d'ingénierie logicielle, la recherche pure, sur ces questions-là. Et je vais citer... Alors, s'il y a des gens qui font de l'épistémologie dans la salle, dans l'assemblée, c'est là qu'ils vont me taper dessus parce que je vais faire un énorme résumé. J'avais dit que je citerais ce mot pour faire plaisir, pour faire un point, un capital social, donc ça c'est bon. En gros, une autre conférence qui est très intéressante sur cette question de produire de la connaissance, Brian Marick, encore lui, Manifeste Agile, etc., a fait une conférence il y a peut-être 1 ou 2 ans à Minecraft, à Paris. Cette conférence qui s'appelle, si Internet avait marché, Learning from How Science and Philosophy, je crois, Progress. Bon, en gros, je vous encourage très fortement de voir cette conférence parce que c'est un de mes éléments d'inspiration pour aujourd'hui, cette conférence. Donc, clairement, allez la voir. De toute façon, Brian Marick, c'est toujours passionnant de l'écouter. Mais en gros, dans ces questionnements, il dit, en gros, il y a 2 manières techniquement de produire de la science. C'est pas lui qui le dit, ici, c'est un scientifique dont je me dis le nom. C'est que quand vous faites de la science, soit vous êtes dans le business de collectionner des timbres, soit vous êtes dans le business de faire des expériences physiques, en gros.
C'est-à-dire que la science est soit expérimentale, soit basée sur des connaissances du terrain, des datas du terrain. En gros, c'est quoi la différence? C'est que par exemple, si vous faites de la géologie, probablement vous allez avoir du mal à monter une expérience pour prouver que votre modèle géologique est vrai ou pas. Vous avez plutôt tendance à aller collecter des datas sur le terrain et voir ce que vous pouvez en conclure. Alors que bien sûr, si vous êtes dans d'autres domaines de la physique, comme Calvin à l'époque, par exemple, oui, là vous êtes en plein dans le domaine de la science, où utiliser de l'expérimentation, c'est la bonne manière d'essayer de bâtir de la connaissance. Et c'est pas que l'une est meilleure que l'autre, c'est qu'il faut choisir la bonne en fonction du domaine qu'on étudie. Et que finalement, si on prend une recherche, comme on a vu, quand on cherche un peu le corpus de recherche en logiciel, un grand classique, c'est de trouver que des expériences, c'est de trouver que l'expérimental. Par exemple, prouvons que TDD est efficace ou ne l'est pas. Comment faisons-nous ça? Prenons des étudiants qui viennent à peine d'apprendre à développer. Séparons le groupe en deux. Disons qu'un groupe va faire du TDD, parce qu'on va leur expliquer pendant 5 minutes à quoi ça ressemble. Et disons que le deuxième, il n'en fera pas. Et à la fin d'un mois d'observation, parce qu'on ne peut pas faire plus d'un mois, vous comprenez, c'est des étudiants quand même, on fera un peu de stats et on dira, regardez, mon expérience a prouvé l'efficacité ou l'inefficacité de TDD. Voilà, vous avez entendu le sarcasme dans ma voix, vous avez pris des étudiants et étudiantes, vous avez formé en 5 minutes, l'expérience a duré pas assez longtemps pour être significative, etc., etc. Mais globalement, beaucoup de recherches en informatique ressemblent à ça, en fait. Alors que, par exemple, un autre modèle que citait, notre exemple que citait Brian Marick, c'est Darwin. Il n'a pas commencé sa carrière en étant, on va dire, le père de l'évolution. Il a commencé sa carrière par étudier pendant 9 ans toutes les espèces et sous-espèces possibles. Alors en anglais, c'est barnacles, et j'oublie toujours comment on le traduit en français, on va dire bernacle, hein, voilà. Et il a écrit 2 ou 3 volumes monstrueux de, ben voilà, j'ai trouvé un copiage qui ressemble à ça, je le dessine, je dis qu'il a un machin qui fait 3 cm, il a un machin qui fait ça. Et ce qui est rigolo, c'est que ça l'a beaucoup aidé en fait à théoriser ensuite ce mécanisme de l'évolution naturelle. C'est-à-dire que faire tout ça lui a fait dire, il y a l'air d'avoir de l'évolution, et c'est en partant de ça qu'il a pu théoriser, de dire quels sont les mécanismes, qu'est-ce que je pourrais trouver comme explication théorique de quels sont les mécanismes qui entraînent l'évolution. Et il a commencé ça comme collectionneur de timbres, vraiment. Je colle des choses dans mon catalogue. Donc ce que j'essaye de dire un petit peu ici, c'est qu'effectivement, soit on fait de la science expérimentale, ce qui est bien, soit on fait de la collection de timbres. Et j'ai le sentiment, comme Brian Marick, en fait, que, vu ce que je viens de dire sur, vous savez quoi, les ingénieurs, ce sont des gens qui produisent des faits, et c'est à la science d'expliquer ensuite ces faits, de dire ce qui marche et ce qui ne marche pas dans quel contexte. Peut-être qu'il serait plus intéressant d'avoir un peu plus de recherche de ce type-là dans notre domaine, plus de recherche de type collection de timbres. Du coup, pas faire cette séance pour dire je vais prouver TDD est utile ou pas, plutôt dire ben, je collecte de la data, de ce qui se passe, là, des faits produits par l'ingénierie digitale sur le terrain, et d'essayer de voir ce qu'on peut tirer comme bibliothèque de contexte. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, dans quel contexte et pourquoi. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai la dent dure contre la recherche en ingénierie logicielle, mais il y a déjà un certain nombre de recherches qui ressemblent par exemple pour moi à cette notion de collection des timbres. Et une des recherches finalement les plus connues dans ce domaine-là, on a peut-être tendance à l'oublier, lui en tout cas n'oublie pas parce qu'il aime bien le rappeler, Alistair Cockburn, encore un des papas de l'agilité, qui est partie de la scène de l'époque. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est le seul docteur vraiment de la bande. Lui, beaucoup de violence symbolique à dégager. Lui, il était docteur. Et en méthodologie, c'est-à-dire que lui, il a le droit de dire méthodologie, puisque méthodologie, c'est l'étude des méthodes. Donc lui, il a le droit, il est docteur sur le truc en fait. Et comment il a obtenu son doctorat, comment il a obtenu sa thèse, c'est exactement ce qu'il a fait. À l'époque, il bossait pour IBM, si je ne dis pas de bêtises. Il avait accès à des tas et des tas et des tas d'équipes qui essayaient de produire des logiciels, bon gré mal gré. Il a fait des interviews, il a fait des interviews, tout en comparant ça, on va dire, sur chacun des projets, est-ce que ça a été un succès ou pas. Bon, bien sûr, il faut rentrer dans le débat de qu'est-ce que la définition d'un succès, etc. etc. Mais avec des questions assez intéressantes, comme avez-vous utilisé un processus formel? Les managers répondent oui, les ingénieurs répondent non. Mais la question la plus intéressante peut-être qu'ils posaient, c'est si vous deviez recommencer un projet, est-ce que vous réutiliseriez le processus que vous prétendez d'avoir utilisé? Et là, tout le monde disait non. Mais en version courte, le résultat de cette collection de timbres d'Alistair, c'est qu'il a dit, bah, écoutez, j'ai a priori découvert un certain nombre de propriétés que les projets qui ont réussi avaient en commun. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire que ce truc vous garantit le succès, mais je peux vous dire que si ces propriétés ne sont pas là, a priori, c'est mort, vous pouvez abandonner le projet, ça ne sert à rien. Et ce sont les fameuses, entre guillemets, 7 propriétés d'un projet, bon, qui est devenu après les propriétés agiles, où Alistair prétend, étant donné cette recherche, dire si vous n'avez pas ces 7 propriétés,
vous ne pouvez pas tester, quoi. Vous n'arriverez à rien. Quelles sont ces 7 propriétés? Surprise. Frequent delivery. J'ai mon petit CH, je suis vieux. Reflective improvement. Alors, osmotic communication. Personal safety. Focus. Oh, je vais taper de la merde ce soir. Bon, je laisse allez, je vais quand même corriger la typo, je vais être sympa. Easy. Access to experts users. Et enfin, en gros, ce que je vais résumer en un tech angle, excellence technique, quoi. Je vais plutôt le faire comme ça. Test, TDD, etc., livraison continue, etc., etc., etc. Voilà. Donc ça, quelques années avant la naissance de l'agilité, avec, pour une fois, c'est pas basé sur l'instinct des tripes, il dit non, mais voilà, c'est a priori le résultat de ma recherche, ça a l'air de dire que ce sont les 7 propriétés fondamentales et indispensables, qui ne vont pas vous garantir le succès, mais elles sont nécessaires. Donc vous noterez effectivement ici que, effectivement, un certain nombre de ces propriétés, certaines sont techniques, ressemblent à de la technicité, frequent delivery, tech environment, excellence technique, d'autres effectivement ne le sont pas. C'est-à-dire s'améliorer de manière continue, avoir des canaux de communication le plus fluide possible, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'empêchement, de jeu de téléphone arabe dans tous les sens, être concentré sur une seule tâche à la fois, et très important pour moi, cette idée de personal safety dans le sens, je ne me sens pas en danger dans l'équipe dans laquelle j'évolue. Je peux à la fois faire des erreurs, je peux à la fois expérimenter, j'accepte la contradiction, et je peux apporter la contradiction d'une manière qui ne soit pas prise comme une insulte ou comme une attaque personnelle. Et donc ça, pourquoi j'insiste sur personal safety? Parce qu'une autre recherche en mode collection de termes, si j'ose dire, c'est Google avec son équipe / projet qu'ils ont appelé Rework. Cette recherche-là, cette équipe-là de chez Google s'était mis en tête de dire on va étudier toutes les équipes qu'on a chez Google, et parce qu'on va essayer de trouver l'ingrédient magique, la secret sauce. Quelle est la formule magique pour fabriquer une équipe qui fait de l'excellence technique, qui performe, etc. Et ils sont revenus un peu déçus en disant on n'a absolument pas trouvé de formule magique. Les gens en fait qui participent dans une équipe ont beaucoup moins d'impact, sont beaucoup moins importants vis-à-vis des performances que les éléments que nous avons découverts. Le premier étant quoi? Personal safety. Ça, c'est assez rigolo. Alors, eux, ils appellent ça psychological safety. Mais vous m'accordez, je pense que c'est exactement la même chose. Et ils ont trouvé. Donc, ça, ils disent c'est le facteur qui est impactant à 70-80% en fait. C'est massivement ce qui a un impact sur les équipes. Alors, eux, du coup, ensuite, ils ont passé un peu sous silence le côté technique de leurs équipes parce que voilà, ils mettent un peu en préambule, si vous voulez. OK, voilà, on n'a que des équipes qui cherchent l'excellence technique, blablabla. Donc, comment font-ils pour y arriver? Personal safety. Il y a d'autres éléments, mais ils sont moins prépondérants. Donc, le fait de pouvoir compter les uns sur les autres, le fait que les objectifs soient clairs et bien clairement définis et qu'on sache qui fait quoi et qui aller voir en cas de problème. Bien sûr, bon, ça, on va rentrer dans du developing classique, le sens du but. Il y a du sens à mon travail, je sais pourquoi je suis là. Et mon travail a un impact sur le monde. On parle de Google, donc effectivement, on va pouvoir parler longtemps de l'impact sur le monde du travail de Google, mais allons-y. Donc c'est intéressant, voilà, 2 recherches qui ont l'air de dire qui sont basées sur la collection de thèmes qui ont l'air de tomber à peu près sur les mêmes résultats. Je dis bien à peu près. La dernière recherche dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, elle a été recueillie dans un livre dont vous avez peut-être encore une fois tous et toutes entendu parler, qui s'appelle Accelerate. Donc, je vous montre la couverture pour que vous le reteniez, parce que voilà. Écrit, enfin voilà, entre autres, Jason Bell a fait connaître de l'agilité, mais voilà. Donc ça, malgré la couverture et malgré, on va dire, le titre, on pourrait penser que c'est encore un bouquin sur l'agilité basé sur les tripes et les instincts des différents auteurs et autrices. Non, en fait, c'est vraiment un rapport de recherche. Et un rapport de recherche, encore une fois, basé sur cette idée de collection de déterminants. Donc c'est aussi basé sur des surveys, sur des questionnaires. Ils expliquent assez bien leur démarche dedans, pourquoi ça, pourquoi pas autre chose, etc. Et ils essayent dedans de déterminer OK, est-ce qu'il y a impact, est-ce qu'il y a causalité, est-ce qu'il y a corrélation entre différentes pratiques
culture de l'entreprise et efficacité de l'entreprise, efficacité en termes économiques. Et effectivement, qu'est-ce qui découvre dans Accelerate? Effectivement, alors je ne sais même pas comment résumer parce que c'est assez difficile à dessiner sur une mind map. Mais en gros, voilà. Effectivement, ils ont montré qu'il y a plus que corrélation, c'est qu'il y a causalité entre les performances économiques et pratiques, on va dire, au sens général, continuous delivery et lean management. Économique. Et, on va dire, bon, je vais résumer ça en excellence technique, hein, vous me pardonnerez. Voilà, donc ça c'est déjà cool. En tant qu'agiliste, etc., on dit, hey, a priori, il y a une recherche qui dit, oui, ok, c'est bon, il y a causalité. Plus vous avez en place un certain nombre de pratiques autour du continuous delivery, des sprint programming et du lean, plus vous augmentez votre efficacité économique. C'est-à-dire que la vieille opposition, ah, la qualité, ça coûte cher, ok, ils disent, non, non, en fait, on a a priori, on a trouvé tout le contraire. Plus vous faites de la merde, pour dire les choses crûment, et je me Arnaud Lemaire-Is, je deviens vulgaire en parlant. Plus vous faites de la merde, plus vos résultats économiques sont minables, plus vous avez des burn-out, etc., etc. Et voilà, ça nous paraît complètement évident, mais bon voilà, au moins eux, c'est démontré. Et notamment, ils vont dire, deuxième point très important qu'ils démontrent, c'est qu'ils disent qu'il y a toujours ce débat, ce combat entre, voyons voir, je veux faire une transformation agile de mon entreprise. Que dois-je faire? On est tous d'accord pour dire qu'il y a une question culturelle là-dedans. Il y a une question, l'agilité, vous comprenez, c'est pas une fin en soi, c'est pas une méthode, c'est une culture à adopter, on va dire, à comprendre, à intégrer pour l'être de plus en plus chaque jour. Et alors que la question, eux, c'était de dire, OK, quand on veut migrer, on fait quoi? Est-ce que c'est la culture qui va entraîner ces pratiques ou est-ce que la relation ne serait pas, et peut-être dans l'autre sens? Et leur deuxième découverte, c'est qu'ils disent, non, non, en gros, la version très courte, c'est que vous ne pouvez pas dire aux gens comment penser, ou comment changer de pensée. Tout ce que vous pouvez faire, c'est changer comment ils travaillent. Et à partir de là, ils commenceront à changer comment ils pensent, en fait. C'est-à-dire que la culture, cette fameuse culture agile, cette culture DevOps, tout ce que vous voulez, ne se décrète pas. On ne peut pas y arriver par apposition des mains. Ah, vas-y, maintenant mon fils, tu es agile. Non, il faut changer la manière dont travaillent les gens pour que cette culture émerge. Et pareil, démonstration par, attention, c'est pas corrélation, c'est causalité. Changez la manière dont les gens travaillent et vous obtiendrez la culture que vous cherchez à avoir. Ça aussi, ça me fait très très plaisir. Vous vous en doutez. Les pratiques entraînent la culture. C'est Alberto Brandolini qui avait fait aussi un petit entrefilet là-dessus, encore une fois à l'INFRAF il y a quelques années. Brandolini, vous savez, le même que la loi de Brandolini, qui est passée sur TF1 quand même. C'est une grande consécration pour nous dans l'informatique quand même, que de nos figures de promo finissent par être citées quand même sur TF1. Quoi. Enfin bref. Justement, il faisait une réflexion sur cette idée système et culture il n'y a pas longtemps, où il voulait démontrer justement que les systèmes mangent la culture tous les jours au petit déjeuner en gros. Quoi. Et donc son exemple, puisqu'il est italien, c'était de dire, regardez, moi je suis italien, c'est un sport national de frauder dans les transports en public. C'est lui qui le dit. Il dit vraiment, il y a une pression sociale à frauder presque en fait, et on fait tout pour frauder. Par contre, vous me mettez dans un autre pays qui a mis en place un autre système pour gérer les transports en public. Par exemple, je ne sais plus quel pays citer, si c'était Hollande, peu importe, il disait, ben là, quand je rentrais dans le bus, à la différence de l'Italie, où c'était à moi de choisir de valider ou pas, pour réussir à rentrer dans le bus, il fallait que je passe devant le chauffeur et il fallait que je lui achète un ticket pour ensuite que j'aille prendre ma place. Et dit, en tant qu'Italien, le premier jour, je rentrais et je passe. Et vu entre le chauffeur qui fait wop 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 et le regard en plus, effectivement, des autres personnes dans le bus, très vite, malgré son côté culturel italien, il dit non, mais c'est bon, dès le deuxième jour, je payais mon billet, pas de problème en fait. Et il dit par contre, le premier jour, je suis rentré en Italie, c'est bon, je me suis remis à reskier. Mais voyez, voilà, cet exemple, il vaut ce qu'il vaut, mais j'aime bien Brandolini, donc pour le citer, mais voilà, cette idée que oui, le système mange la culture tous les jours. On ne peut pas faire du changement en demandant aux gens de changer comment penser, il faut changer la manière dont ils travaillent. C'est ça aussi leur découverte. Version très très courte, ils disent aussi, quand on parle de lean management, ça peut faire peur, etc. Mais en gros, ils disent qu'il n'y a à peine que quelques métriques qui sont intéressantes si vous voulez améliorer votre système. C'est tout simplement mesurer votre lead time, c'est-à-dire votre temps de cycle, mais pas au moment du design jusqu'à la mise en prod, parce que ça c'est trop flou. Quand j'ai une idée d'une fonctionnalité, c'est difficilement comparable, parce que peut-être qu'une fonctionnalité elle va être spécifiée très vite, peut-être qu'une autre ça va prendre des mois, etc. Ils disent donc mesurez-la depuis un moment où c'est facile à voir, c'est-à-dire en gros à peu près
Il y a deux options, mais moi j'aime bien celle-ci. Du moment en fait vous avez vraiment commencé à coder jusqu'au moment où c'est en prod. Voilà. Comme ça, vous enlevez toute la phase de design qui est du flou. Deuxième chose à mesurer, effectivement, c'est votre fréquence de mise en prod et combien vous mettez en prod. Troisième chose intéressante à mesurer, c'est le taux de panne. C'est-à-dire que c'est bien, vous mettez souvent en prod, mais ça entraîne combien de pannes de mettre en prod. Et le dernier élément à mesurer, ce serait le temps qu'il vous faut à vous remettre d'une panne. Est-ce qu'il faut un jour, est-ce qu'il faut 2 minutes, etc. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'ils disent, et je suis assez d'accord avec eux, c'est que si vous mesurez ça, ben c'est normalement relativement facile à mesurer, et l'objectif devient quantifiable. En fait, c'est très facile de dire, OK, mon objectif maintenant, c'est de, je ne sais pas moi, je vais livrer mes temps en prod toutes les 2 semaines, est-ce que je peux réussir à mettre en prod toutes les semaines? J'avais un taux de panne de temps, est-ce que je peux réussir à le diviser? Et dit taux de panne, c'est très important, parce qu'une entreprise qui dirait, j'ai envie de faire du continuous delivery, mais qui n'a pas les pratiques techniques qui vont avec, ils vont dire, OK, ils vont réussir à mettre en prod tous les jours, mais avec un taux de panne qui est tellement monstrueux qu'ils vont, enfin, voilà, ils vont peut-être pas se rendre compte que, oh, attention, vous avez oublié 2-3 choses dans l'opération. Et j'aime bien cette approche parce que voilà, globalement, si vous voulez commencer une mission de changement de consulting whatever, voilà, commencez par ça, et en fait, tout va en découler. Toutes les autres pratiques vont découler de cet objectif de dire comment je fais pour aller de plus en plus vers du continuous delivery, c'est-à-dire à chaque commit, ça part en prod. Chaque commit, ça part en prod. Alors, bien sûr, ça ne peut pas être le cas pour tout le monde. Par exemple, là, actuellement, j'étais dans un business régulé, on ne pouvait pas déployer à chaque fois qu'on était en prod pour des questions de régulation. Mais bon, vous voyez l'idée un peu de dire comment je fais pour avoir les temps plus courts. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Viser Accelerate. En plus, je lis un peu vite, en fait, parce que la moitié du bouquin, en fait, c'est les data et l'approche scientifique qu'ils ont utilisée. Donc, si vous n'avez pas envie de lire ça, parce que c'est assez roboratif, vous pouvez lire que les premières parties qui sont déjà en soi assez palpitantes. Alors, je sais que je suis un peu lourdingue, mais je vais refaire une passe sur cette idée de personal safety ou sécurité psychologique, parce que ça, c'est vraiment une partie qui ne peut vraiment pas se décréter, en fait. En gros, d'abord, pour une première raison qui est très, très simple, c'est sur le type d'organisation dans lequel vous évoluez. Imaginons, il y a Ron Westron, il y a quelques années, pas mal d'années, qui avait proposé un modèle d'entreprise, de classifier les entreprises en 3 catégories. Vous avez les entreprises pathologiques, où voilà, la culture du blâme est installée, etc. etc. Vous avez l'entreprise bureaucratique, ce qui n'est pas forcément un mal en soi, une bureaucratie. Si vos processus permettent vraiment des bons résultats de manière équitable, une bureaucratie, c'est ce qu'il vous faut. Où il appelle ensuite le dernier stade, selon lui, ce sont les entreprises, en anglais generative, donc je sais pas. Bref, vous avez ce cliché en fait d'entreprise qui va chercher à apprendre en permanence. Le but, l'horizon, le télos que nous agilistes on s'est fixé. Et ce qui est intéressant, bien sûr, si je dis ça, c'est pourquoi? C'est que si vous êtes dans une entreprise pathologique, vous mettre à mesurer des choses comme le taux de défaut, etc., c'est plutôt une très très mauvaise idée. C'est-à-dire que vous allez donner un nouvel outil pour vous faire battre. Et donc, si vous cherchez à obtenir que l'équipe ait cette sécurité psychologique de proposer des choses, c'est perdu. C'est clairement pas quelque chose qu'il faut faire, en fait. Et ensuite, il y a parfois des choses un peu plus subtiles, pour faire plaisir, on va dire, à des grands classiques aussi ces dernières années sur l'agilité, c'est qu'il y a aussi tout simplement la notion de capital social qui rentre en ligne de compte. Par exemple, un très plus mauvais conseil, finalement, que j'ai appris à entendre comme tel dans mon informatique, c'est cette idée qu'on devrait tous avoir des opinions très fortes, mais auxquelles nous tenons peu. Cette idée que je peux arriver à argumenter n'importe quoi, vraiment en gueulant sur la table, parce que j'ai cette attente que si quelqu'un en face fait alors, pas de problème, on va discuter du truc et je vais détricoter. Mais sans refaire toute la conférence de Roméo, il a fait aussi la Tour Bordelais, de toute façon, sur Bourdieu et les mécanismes sociaux mathématiques. On est complètement ici dans un mauvais conseil, parce que quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise, quelqu'un qui ne sent pas, on va dire, la légitimité de répondre à quelqu'un qui fait c'est-à-dire quelqu'un comme moi, très clairement, soyons honnêtes, cette personal safety, elle ne l'a absolument pas. Elle va juste s'anémier dans son coin et ne pas du tout se sentir en sécurité et pas du tout sentir qu'elle peut être légitime à proposer quelque chose, en fait. Donc, vous voyez, il y a des éléments un peu plus subtils que juste le méchant boss et la méchante entreprise, on va dire, pathologique. Il faut aussi se poser les questions nous-mêmes. Je vous invite à aller voir la conférence de Roméo. Il l'a fait tellement partout que voilà, vous avez une version Agile Tour, vous avez une version Handcraft, vous l'avez absolument partout. Et voilà, et ce conseil que j'ai vraiment appris à la rue, que c'était un très mauvais conseil, cette idée de l'opinion forte, tenue lâchement, en fait, parce que tout le monde n'a pas cette capacité à dire, mais c'est pas parce qu'il a dit ça avec un ton tellement autoritaire et tellement sûr de lui que ça veut dire que je ne peux pas aller lui dire que je suis pas d'accord, en fait.
Ça, c'est quelque chose, ça faut une sacrée habitude, sacré exercice, etc. pour répondre à quelqu'un comme ça. Donc c'est marrant parce que Roméo lui-même m'a avoué qu'il était aussi un peu comme ça, quoi. Un peu, je dis des choses affirmatives en espérant que les gens me rentrent dedans, mais il m'a pris du temps, il a pris du temps à lui aussi à se rendre compte que c'est pas forcément si évident que ça, en fait. Du coup, j'en ai oublié d'écrire mon plan. C'est ça. Bon, j'avais vous rajouter les petits liens clés. De toute façon, maintenant, c'est aussi... Il y a quelques années, je disais qu'un bon agitour se mesurait à la nombre de citations de Ken Beck. Je pense que maintenant, un bon agitour se mesure à la nombre de citations à Bourdieu. Donc, ça a un peu évolué, vous voyez. Bon, il faut quand même citer Ken Beck, il ne faut pas déconner. Et voilà, même s'il vaut ce que ça vaut, ce modèle, le modèle de Ron Westrom sur les modèles de société n'est pas inintéressant. D'autant plus, je ne le cite pas pour rien, c'est que c'est aussi le modèle qu'a utilisé Accelerate pour mesurer l'impact culturel. C'est ça qui mesure en tant que culture, c'est est-ce que l'entreprise est au niveau génératif du modèle de Westrom, en fait. Ah, pareil, il détaille comment ils font pour le déterminer, quels sont les types de questions, est-ce qu'il y a de la déviance, etc. C'est assez carré. J'ai limite été presque trop rapide parce qu'il est temps de ma conclusion. Tu laisseras le temps pour les questions. Alors, qu'est-ce que je m'étais noté pour la conclusion? Ok, c'est pas mal. Donc, je vous ai un peu menti en disant que je vais vous proposer qu'est-ce qui se passait après l'agilité, parce que finalement, ici, je vous donne le choix entre deux possibilités. Vu tout ce que je viens de dire, finalement, on peut tous ici et tous rejoindre le camp de Fowler, Dave Thomas, et de dire, bon, ben en fait, c'est pas que l'agilité est morte, c'est qu'il est peut-être temps juste de revenir un peu à quelques fondamentaux, comme diraient les rugbyistes, et la vie est belle. Ensuite, je ne suis pas opposé à l'idée de dire, ben, peut-être que si l'agilité est morte, c'est le mot dont acte, et peut-être que c'est ça qu'il faut faire maintenant. Peut-être qu'il faut réinvestir cette notion qui s'appelle l'ingénierie logicielle, en fait, et de se rendre compte que finalement, c'était quoi l'agilité? Et surtout, en particulier, c'était quoi, et c'est quoi encore actuellement l'extreme programming, le continuous delivery, ce genre de choses? Ben, extreme programming, continuous delivery, certaines pratiques du lean, donc on pourrait presque dire l'agilité dans son ensemble, c'est la première proposition de discipline d'ingénierie logicielle. La première vraie, véritable, dans le sens elle est issue des praticiens et praticiennes, pour essayer de doter notre profession de disciplines qui essayent de faire tendre les projets sur lesquels on travaille vers le succès. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire qu'on a fini, mais ça veut dire que c'était ça le moment historique de ces pratiques-là, de ces propositions-là. C'est-à-dire, ça y est, on commence enfin à faire de l'ingénierie logicielle. Ma deuxième conclusion, puisque j'aime faire des conclusions dans des conclusions finalement, c'est que finalement, là, j'ai exploré les recherches ici qui m'intéressaient, il y en a sûrement d'autres. Dans tous les cas, on voit cette idée qu'il y a cette espèce de fusion entre... Il y a des pratiques d'ingénierie, des disciplines d'ingénierie comme DTS, Continuous Delivery, etc. Small Batch, j'en ai pas parlé, qui sont vraiment de la technique, mais il y a des parties aussi qui sont très psychologiques, qui sont clairement dans le domaine du jeu d'équipe. Donc ça aussi, je veux le rappeler, en fait, cette idée que l'agilité au départ, c'était clairement cette idée de... Ce sont les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas espérer coder en se faisant plaisir, programming motherfucker, et espérer que tout va bien se passer. Il faut autre chose, il faut des pratiques à côté. Et vice-versa. On ne peut pas débarquer en disant, comme une certaine méthode agile la plus populaire, dire non mais la technique ça n'a aucune importance, regardez, avec 2 cérémonies tout va se passer tout seul. Ça aussi c'est une illusion. Désolé, c'est Special Coach. Faut jamais oublier que Scrum est né comme un business model. Hein. Voilà, ça aussi c'est sorti. Et donc, c'est peut-être ça, revenir à la base, rappeler que, par exemple, désolé, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus violent quand on est développeur que de voir débarquer un nouveau coach vachement rémoulu et qui nous sort des choses comme ça pour dire non, mais la technique, ça n'a aucune importance, arrêtez de nous saouler avec ça, on va plutôt faire un icebreaker. En fait, la violence du truc, c'est quoi? C'est une négation complète des compétences des gens présents. On débarque auprès de gens qui sont censés être adultes, avoir des compétences, faire développer, on dit non, mais vos compétences ne servent à rien. Je pourrais vous remplacer par n'importe qui. Ce qui est important, c'est qu'on fasse un icebreaker. Je caricature, désolé. Mais donc, elle est là, à mes yeux aussi, la place pour tout le monde, entre guillemets, c'est que ces mécanismes techniques, enfin, ces mécanismes d'équipe, cette psychological safety, j'ai l'impression que c'est le rôle du management / coaching d'essayer de fournir cet environnement. Et nous, développeurs ou ingénieurs, notre rôle, c'est d'essayer de se doter et de pratiquer les disciplines dont j'ai parlé à côté, de continuous delivery, dans le but d'augmenter les performances de la boîte et aussi de se faire plaisir, parce que c'est beaucoup plus fun de bosser comme ça que de bosser en passant son temps à éteindre les incendies. Donc, c'est-à-dire que pour une fois, j'ai essayé d'insulter personne si je l'ai fait, c'est-à-dire que oui, il y a la place pour le coaching, pour ce que je viens de dire, et oui, bien sûr, il y a la place pour la pratique technique, les deux sont assez indissociables, nous l'oublions pas.
Eh bien, merci. Je vais prendre les questions, je crois. Alors, je vais directement dessus pour les voir, c'est ça? Alors. Moi, ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas, mais ça a ragé dans le chat, c'est ça? Tout à fait. Enfin, ouais. Vous avez la possibilité de mettre des questions hein, dans la partie Q&A, mettez des questions et votez pour les questions. C'est ça. Parce que si vous les mettez dans le chat, en fait, on passait dans le flux en Q&A, je les verrai bien. Moi, Voilà. je vais commencer avec une première question. Moi, j'ai pas mis de masque pour parler. Oui, non, mais pas grave, j'en ai un. En fait, vu que c'est la keynote de clôture, moi, une chose qui me marque après ces 2 jours, c'est que j'ai l'impression quand même que même si l'agilité, ça devrait, à mon avis, s'appliquer, ça ne devrait pas être cantonné qu'à la partie technique. J'ai l'impression quand même que les interlocuteurs qui viennent de la technique parlent beaucoup de l'application de la technique et se mettent encore au regard du business, et qu'à contrario, ceux qui viennent plutôt du domaine fonctionnel ou business parlent plus des préoccupations business et fonctionnelles. Et du coup, est-ce que l'agilité, elle a réussi? Et est-ce qu'elle a vocation? Est-ce qu'il y a cette vocation à essayer quand même de rapprocher les deux? Alors théoriquement, oui, ça faisait partie des buts avoués de l'agilité, de dire ce clivage qu'il y avait entre les gens du business et les développeurs est un clivage qui n'avait aucun sens. Parce que théoriquement, si la boîte a compris un esprit, on est censé avoir le même objectif qui, de manière crue, consiste à faire du fric, donc ça veut dire faire plaisir aux utilisateurs. Et donc, le but de l'agilité, c'était de fournir des options, et ça l'est toujours. C'est-à-dire, les gens du business, vous avez des options, vous avez besoin de réagir un peu plus vite à ce qui se passe. Donc, nous, on va se doter de pratiques et de disciplines qui vont permettre d'ouvrir des options ou de changer d'avis plus vite. Bon, effectivement, ensuite, je pourrais enchaîner sur dire, bon, ça ne s'est pas exactement passé comme ça dans les 20 dernières années, mais moi, je reste convaincu de ça. Effectivement, par contre, ça reste ça l'objectif fondamental, en tout cas que j'observe dans les entreprises où moi, je sais d'intervenir. Ensuite, voilà, c'est vrai que j'ai un peu bâché sur le côté Scrum, enlever les pratiques techniques, c'est que moi, j'aime bien le remettre pour dire quand on fait des logiciels, il faut se poser ces questions-là. Parce qu'ensuite, Scrum a vrai sur le fond, c'est-à-dire effectivement que dès qu'on a un processus complexe, une approche empirique est la meilleure manière d'essayer d'explorer les possibles. Bon, le Scrum est un cadre qui en vaut bien un autre, si on veut, un processus empirique. C'est juste rappeler quand on parle de logiciel. Donc, elle se pose ces questions. Ça répond à la question? Oui, merci. Alors, le mauvais coach agile, quand il voit des devs, il propose un icebreaker, tandis que le bon coach agile, qu'est-ce qu'il fait? C'est une très bonne question. Alors, bah, tiens, c'est Bastien, bien sûr. Ça pouvait être que. J'hésitais entre Guillaume Saint-Etienne et Bastien Gallet, je balance des noms, donc ça a été Bastien. Eh ben, en plus, c'est un débat qu'on a eu Bastien pendant très très longtemps. Mais comme je disais, je ne sais pas encore. Je vais sortir les clichés, bien sûr, sans doute. C'est-à-dire que pour moi, la théorie voudrait, si on en suit à ce qui est censé être la définition du coaching, puisqu'à l'époque, je m'en étais posé la question, la théorie voudrait qu'un coach soit quelqu'un qui accompagne des gens à faire ce qu'ils savent déjà. Quand on dit un coach sportif, par exemple, c'est quoi? C'est quelqu'un, oh mon Dieu, je suis une flemme, j'ai envie de courir tous les jours. Le coach va m'aider à faire cette chose tous les jours qui est censée être bien pour moi. Mais je suis censé avoir la connaissance, je suis censé être formé, en fait. Et donc, effectivement, c'est pour ça que je vois un peu le coach dans ce rôle-là. En fait, c'était dans un contexte qui est un peu compliqué, une entreprise qui est un peu toxique, on a un peu de pression, j'en sais rien. Il est censé nous aider à dire, ouais, on va essayer de faire en sorte que qu'on n'a pas un objectif de vue. C'est pas parce qu'on a un peu de pression qu'on va abandonner tout de suite de faire des tests, etc. Allez, on peut y arriver. C'est un peu cliché ce que je dis, mais je le vois vraiment un peu comme ça. Ensuite, j'avais une amie coach, alors je ne sais pas si j'ose la citer ou pas, parce qu'elle ne m'attendait pas, c'était derrière une bière, mais qui disait qu'elle, en tant que coach professionnel, en fait, sa vie consistait essentiellement à faire la psychanalyse de différents chefs qu'elle voyait. Ce qui ne veut pas dire que c'était inutile, mais clairement, on est loin de l'image d'épinal du coaching. Beaucoup dépouillé de la partie bullshit, en fait. Un petit peu. Okay. Voilà, alors, j'en sais nerveux. Tu as parlé du plan. Quel serait aujourd'hui pour toi le meilleur moyen d'aller au code sans plan intermédiaire? Est-ce vraiment possible in fine? Moi, je pense toujours que, enfin, de toute façon, l'agilité disait clairement, c'est pas qu'on a une absence de. Peut-être couper le feedback, c'est ça, parce que sinon ça fait une mise en abîme et plus étonnante. Et je vais passer au Karcher. L'agilité disait toujours, il faut faire des choses minimum qui fonctionnent. Effectivement, beaucoup de gens ont interprété ça comme on n'a plus besoin de design, on n'a plus besoin de rien, YOLO, on va commencer à faire du code. Vous savez que, ayant souffert de trop de planification dans certaines entreprises, j'étais assez enclin à aimer cette approche, on va commencer à faire un bout de test, un bout de code, on va refactorer, tout va émerger. Maintenant, clairement, avec l'âge, je dis non, ça ne marche pas. Il y a un minimum de préparation à prévoir et
rien n'interdit de faire, par exemple, tout ce qui est atelier, par exemple, qui vient du monde du domaine du design, tout ce qui est se faire des event storming, tout ce qui est se faire du story mapping, si on va côté Goiko Agic et dire on va faire de l'impact mapping, tout ça, je trouve que ce sont des plans en soi, des cadrages, si je veux utiliser le gros mot, qui sont plus qu'utiles. Et une fois qu'on a ces contraintes-là, on peut ensuite commencer à voir de manière générale quel sera le design de mon système, quelles sont les différentes briques, comment elles vont s'acheminer. Et une fois qu'on a ça, ok, là on peut commencer à coder. Mais moi maintenant, peut-être parce que je suis vieux, je suis aussi agile mentalement, j'ai besoin de ces béquilles-là, en tout cas, pour démarrer. Et je trouve très utile maintenant des pratiques comme on va se poser ensemble au tableau blanc et dessiner pour voir si on est d'accord sur ce qu'on va coder. Ou tout simplement parfois, surtout quand on fait du remote, souvent vu le contexte, c'est quand même important, de dire juste une story dans Jira ou dans Trello, whatever, avec une ligne, ça ne suffit pas. Un beau document, pas gros, un peu comme du 3 Thinking à la ligne, en fait, mais qui essaie de bien capturer le pourquoi et le comment, c'est aussi très utile. Ok. Est-ce que finalement, l'avenir n'est pas surtout d'aller vers plus d'intégration verticale? Au niveau tech, on est passé DevOps, puis DevSecOps. C'est ça ou pas? Ouais. Quid de l'intégration du métier de l'organe? C'est intéressant parce qu'Accelerate, on parle aussi. Alors, j'ai tellement de choses souvent que j'espère que c'est Accelerate qui en parle. Mais bref, en gros, il disait clairement, effectivement, une structure d'équipe idéale qu'ils ont pu observer en certains cas, c'est effectivement cette idée de, bien entendu, qu'il faut que la partie métier et business soit complètement intégrée à l'équipe pour que chacun ait cette notion de, mais je fais ça, ok, pour que la boîte gagne de l'argent, mais il faut bien que quelqu'un me dise comment on gagne de l'argent. Est-ce que j'adhère à cette vision? Est-ce que je suis capable peut-être de l'améliorer, c'est comment jamais Donc effectivement, qui citait déjà? Je ne sais plus, il cite une grosse boîte comme ça qui s'est organisée comme ça. Ah mais je crois que c'est bien du direct en fait ici. Mais voilà, le direct s'est organisé comme ça, où chaque équipe, chaque squad, je ne sais plus comment ils appellent, a cette composante business intégrée pour être sûr qu'il y ait toutes les compétences nécessaires ici, dont les compétences business pour atteindre l'objectif. Donc oui, c'est indispensable à terme d'arriver à ça. On a encore du temps, là. Ok. Alors, okay. pour moi, la conf parle de comment faire un logiciel qui marche. Que nous dit la science là-dessus? Pourquoi l'avoir appelé l'agilité est morte? Quoi après? Ah, simplement pour attirer plus de monde dans ma conférence. Complètement un clickbait. Non, en fait, parce qu'effectivement, au début, ma réflexion était partie là-dessus. Tout le monde dit que l'agilité est morte, et je trouve ça triste qu'on ne me dise pas, mais remplacé par quoi? Et effectivement. Déjà faire un logiciel qui marche. C'est déjà pas mal. Effectivement, mais si en fait, c'est juste que ma réflexion a amené là, en fait, c'est qu'en partant de cette question, par quoi il propose, en fait, j'ai tiré ce fil et ça a devenu cette conf. Mais j'ai gardé le titre, ok, pour cette partie un peu sur on va attirer les gens avec un clickbait. Je comprends. Moi, je pose la dernière question d'Alain, même s'il est parti. Et les jésuites et la panoptique dans tout ça? Je ne sais pas si. Référence à Roméo, effectivement, encore. Je laisserai Roméo poser à cette question, clairement. Oui, c'est vrai. La position du coach, qui est le jésuite, etc., qui fait que les gens puissent devenir des esclaves, on est d'accord. Mais c'était celui de ma conf l'année dernière, j'ai refusé qu'elle soit filmée. Bon, là, on a quand même vu des trucs un petit peu limites. Bon, oui, c'est vrai. Il faudra vraiment la censurer à l'arrivée. C'est pas volontaire. C'est Google. Oui, il a des résultats bizarres. Ok. Merci. J'ai vraiment l'impression d'être un politicien avec un peu de Paris.